Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous recevons Gavish Sitoel, Senior Manager chez Rockfin Compliance Services, pour un entretien autour d'un sujet crucial, la conformité réglementaire à Maurice. Le pays revient de loin. Rappelons qu'il a été inscrit sur la liste grise du GAFI en 2020, ainsi que sur la liste noire de l'Union européenne, en raison de faiblesses identifiées dans la lutte contre le crime financier. Depuis, des efforts importants ont été déployés pour redresser la barre, et Maurice est sorti de ces listes. Mais la question demeure, ces acquis sont-ils pérennes? Le budget 2025-2026 marque-t-il une étape décisive pour consolider notre dispositif de conformité et éviter que Maurice ne retombe dans les travers du passé? Gavish Sitoel va nous éclairer sur la portée des annonces budgétaires dans ce domaine stratégique. Gavish Sitoel, bonsoir. Bonsoir. Et merci de m'accueillir dans les locaux de Rockfin. Pour commencer, les autorités mauriciennes ont annoncé plusieurs mesures dans ce budget pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ces dispositions sont-elles à la hauteur des attentes d'organismes comme les SAMLAG et le GAFI? Merci d'être dans nos locaux. Donc pour commencer, comme vous avez dit dans votre introduction, Maurice est passé par différentes phases, notamment une inscription sur la liste grise du GAFI et la liste noire de l'Union européenne. Donc ça a été une expérience assez difficile. Donc j'ai l'impression que ce budget met en place des mesures pour préparer l'île Maurice à cet exercice. Donc on retient un peu les leçons du passé et on essaie quand même de se mettre au standard et de ne pas se reposer sur nos acquis. Donc un budget bien accueilli par les professionnels du secteur de la conformité et qui envoie un signal fort que on est plus outillé, on va être plus outillé pour pouvoir passer ce test qui est assez critique, on comprend bien, pour le secteur financier. Surtout que Maurice veut se positionner, mais veut se positionner encore plus en juridiction crédible. Donc, avoir une feuille de route pour préparer cet exercice est très importante et donc assez bien accueilli ces mesures. Et pour pouvoir atteindre justement cet objectif, on ne peut pas minimiser le rôle des institutions, si bien des professionnels. Donc, on entend souvent parler du rôle crucial du Compliance Officer et aussi du Money Laundering Reporting Officer. Pourriez-vous nous expliquer concrètement en quoi consiste leur mission au sein d'une entreprise? Bon, je dois concéder, c'est un métier qui est assez méconnu du public. Expliquer à quelqu'un qu'est-ce que fait un Compliance Officer, qu'est-ce que fait un Money Laundering Reporting Officer, est assez difficile, mais je vais essayer de vous expliquer. En fait, le Compliance Officer est un pilier assez critique dans une société, dans une entreprise régulée. Donc, vous avez trois niveaux dans une entreprise. Vous avez le board, vous avez le senior management et vous avez les fonctions de contrôle. Le Compliance Officer, le Money Laundering Reporting Officer, fait partie de ce rôle de contrôle. Pour résumer, pour schématiser un peu, on est un peu les gardiens du temple. C'est-à-dire, on met en place les politiques, les procédures, les process pour s'assurer que l'entreprise, la société est conforme à tout type de législation, de réglementation, de normes, si on veut dire, qui lui sont applicables. Et ce qui est très important dans la conformité, c'est ce côté lutte contre le financement du terrorisme, lutte contre le blanchiment de l'argent. Donc aujourd'hui, à résumer, si vous êtes une banque, si vous êtes une société offshore, si vous êtes un management company, et au-delà de ce qu'on appelle les DNFPBs, les Designated Non-Financial and Professional Businesses. Donc je vais m'expliquer. Si vous êtes un notaire, si vous êtes un avocat, si vous êtes une agence immobilière, si vous êtes un bijoutier, ça va jusque-là, vous devez avoir un cadre pour lutter contre le financement du terrorisme, lutter mais surtout contre le blanchiment. Et donc, vous devez avoir un compliance officer, un money laundering reporting officer pour vous aider à vous conformer à vos obligations. Donc,
S'il faut résumer, le compliance officer est là pour s'assurer que l'entreprise fonctionne selon les paramètres de la loi, et le money laundering reporting officer, qui est assez distinct du compliance officer, même si les rôles se chevauchent, lui, il est là pour s'assurer que l'entreprise ou la société puisse détecter des transactions atypiques, des transactions qui donnent lieu à des soupçons de blanchiment ou de crimes financiers de façon générale, et est un point focal entre l'entreprise, ses employés et la FIU, la Financial Intelligence Unit. Donc le MLRO est assez important pour pouvoir détecter et faire des déclarations de soupçons, ce qu'on appelle des STRs à la FIU. Ok, donc après avoir évoqué ces rôles importants de ces professionnels, aujourd'hui, quels sont les principaux défis que rencontrent les opérateurs du secteur financier à Maurice en matière de conformité réglementaire? Là, pas de surprise, le défi est principalement humain. Humain et aussi outil, mais plus humain, parce que le pays souffre d'un brain drain depuis plusieurs années, et cela touche aussi la conformité. Donc, on a l'impression que la juridiction est en train de former, est en train de upskill, comme on dit, des employés pour d'autres juridictions. On est en train de perdre pas mal de staff vers des pays comme le Luxembourg, le Canada et les Émirats arabes unis aussi. Donc, le défi aujourd'hui reste humain, à pouvoir former, retenir ces talents. Mais aujourd'hui, le secteur financier peine à trouver ces professionnels qualifiés. Et ça se répercute aussi sur les opérations. Donc, beaucoup de mal à recruter, beaucoup de mal à retenir, parce que ça se comprend. On a un nombre limité de personnes et un nombre, qu'on le dise, assez grandissant de sociétés même qui sont régulées. Donc, l'idée, c'est quand même d'accueillir plus de monde sur la juridiction, mais avec les réglementations, avec les différentes normes qui sont applicables, il faut dans une entreprise avoir un compliance officer, un money laundering reporting officer et un deputy money laundering reporting officer. Donc, il faut bien comprendre, un startup aujourd'hui où il y a 2-3 personnes, il faut quand même recruter un compliance officer et un money laundering reporting officer. Donc, ça crée un peu de déséquilibre entre ce qui est requis de par les exigences réglementaires et ce qui se passe sur le marché. Donc, on s'attend aussi à ce que ce budget et les mesures concrètes de par les différents régulateurs, on attend des mesures concrètes par rapport à ça. Et vous évoquez justement ce défi qui est la main-d'œuvre, et il y a de nouveaux éléments qui rentrent en jeu aujourd'hui et qui sont pressentis comme pouvant venir aider et pallier justement ce manquement. Il y a l'aspect digital et l'intelligence artificielle qui sont souvent présentés comme des leviers majeurs d'efficacité pour le secteur financier, notamment en matière donc de conformité. Est-ce que le budget 2025-2026 prévoit des mesures concrètes dans ce sens? Oui, plusieurs mesures concrètes. Donc le ministre des Finances, qui est aussi Premier ministre, a mis l'accent sur le côté moderniser le secteur financier, moderniser la juridiction de façon générale, avec des mesures concrètes. Donc, une mesure concrète, c'est le eKYC. Donc, il faut savoir aujourd'hui, pour pouvoir, simple, ouvrir un compte bancaire, il faut que vous ameniez votre carte d'identité et une preuve d'adresse. La banque doit pouvoir voir ces documents et d'autres documents, bien sûr. Et de là, il y a le processus de onboarding qui commence pour la banque. C'est applicable aussi pour d'autres structures non bancaires. Mais aujourd'hui, les autres juridictions, ils ont bien intégré ce côté eKYC. Donc, vous prenez une photo avec votre portable, vous scannez votre preuve d'adresse et vous envoyez, et c'est tout à fait acceptable parce qu'il y a un cadre juridique qui régule. Donc aujourd'hui, les mesures concrètes, c'est au niveau des bases de données centralisées,
de KYC. Au niveau de la FSC, il est annoncé qu'il y aura un e-licensing platform qui va aider certainement dans le flux, aussi dans la transparence, parce que aujourd'hui, bien qu'il y ait un délai qui est annoncé, quand on fait une application, on veut savoir en temps réel, si possible, où se trouve. Suivi. Bien sûr. Donc, l'idée, c'est avec ce e-licensing platform, de pouvoir voir en temps réel où se trouve l'application. D'autres mesures concrètes sont annoncées en termes de IA, en termes de facilitation du business. Donc, on s'attend à un effort par rapport à l'intelligence artificielle et les outils de digitalisation. Mais, et on dit ça, ces outils demandent aussi un effort financier, donc de l'investissement. Donc, à voir comment ça va se déployer au niveau des institutions, mais aussi au niveau du secteur. D'accord. Et justement, vous parlez d'institutions, il y a aussi des réformes institutionnelles en l'espace de quelques années dans le domaine de la lutte plutôt contre le crime financier. Et de l'ICAC à la FCC et maintenant vers une éventuelle National Crime Agency. Pourquoi autant de restructuration? Est-ce le bon moment et le bon choix d'introduire, selon vous, une nouvelle entité? Question assez intéressante. On sait que depuis des années, maintenant, on a une crise institutionnelle dans le pays, une crise de confiance. Donc, le public, le secteur a, surtout en ce qui concerne peut-être des questions d'indépendance de ces différentes institutions, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais il y a une crise de confiance. Donc une mesure qui s'annonce donc de l'ICAC à la FCC, maintenant à National Crime Agency, ça va dans le bon sens, j'imagine, mais ce qu'il faudra voir, c'est assurer l'indépendance et les moyens techniques et humains de ces institutions pour pouvoir bien travailler. Aussi, c'est assez intéressant, c'est assez important d'un point de vue lutte contre la criminalité financière, parce qu'on arrivera peut-être avec une institution qui fonctionne de façon indépendante pour pouvoir lutter efficacement contre la criminalité financière. N'oublions pas que une des déficiences du GAFI, de l'ESAMLAG, était par rapport au déploiement, par rapport à enforce, comme on dit, les décisions ou en termes d'efficacité aussi, exactement. Donc, ça va dans le bon sens, mais il faut voir les paramètres, il faut voir comment ça va être déployé. Faut voir les pouvoirs aussi de cette institution, mais le ministre des Finances a annoncé que ça allait englober le côté lutte contre le blanchiment, lutte contre la criminalité financière. À voir. Donc, vous mettez l'emphase sur l'indépendance et également la mise en œuvre de ce qui a été annoncé dans ce budget. Et pensez-vous que la conformité, bien au-delà d'une obligation réglementaire, peut devenir un véritable levier de développement pour le centre financier mauricien? Bien sûr. On vient de parler de crise de confiance. Une juridiction qui se dit International Financial Center, centre financier international, de bonne réputation, la base quand même, le pilier repose et la confiance. Donc, pour redorer le blason, n'oublions pas, on est passé par plusieurs étapes, comme j'avais dit, surtout cette inscription sur les listes, une réputation de l'île Maurice écornée, on va dire, un climat de business qui était devenu assez difficile, parce que les implications d'une inscription sur une liste, c'est un coût pour le business. C'est une île Maurice qui est vue comme étant une juridiction à haut risque par rapport à l'extérieur. Des transactions bancaires qui prennent peut-être aujourd'hui 2-3 jours, mais qui prenaient 2 semaines, 3 semaines. Donc, une difficulté à payer, une difficulté à recevoir de l'argent. Donc, catastrophique pour un centre financier international. Si bien à travers les correspondent banking aussi. Exactement. Donc, une des mesures concrètes quand on est inscrit sur une liste, c'est que nos banques correspondantes vont soit nous mettre en high risk, ou soit carrément arrêter la relation. C'est aussi une question de risque capital de la banque correspondante. Donc, des effets assez néfastes. Donc, oui, il faut quand même
se remémorer ce qui s'est passé pour pouvoir bien préparer l'avenir. Donc, vous mettez l'emphase sur le fait de ne pas oublier ce qui s'est passé dans un passé Définitivement, récent et se définitivement. concentrer sur l'avenir Oui, pour oui, éviter à ce oui. que nous retombions de nouveau dans ces listes préjudiciables. Donc, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci à Gavish Sitoel pour ses éclairages sur les enjeux de conformité à Maurice. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.